Salut les Gones, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Gonecast. On se retrouve cette fois-ci en 2021, comme d'habitude, pour débattre sur tout ce qui est résultats, mercato, toutes les nouvelles sur l'Olympique Lyonnais. Restez avec nous tout au long de cette émission. On va essayer de passer un bon moment tous ensemble et de bien. On va essayer de bien commencer cette année. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, hein, à suivre Inside Gone aussi bien sur Twitter que sur Twitch. Vous pouvez réagir sur les deux plateformes. On va essayer de lire le plus possible vos réactions et vous faire participer au débat. Je vais vous présenter le programme avant de vous présenter mes intervenants de ce soir. On va commencer comme d'habitude, hein, par le débrief du dernier match Rennes-Lyon qui s'est terminé par un 2-2. En deuxième partie de l'émission, on va apprendre à connaître un peu plus notre invité du soir. Pendant 10 petites minutes, on va lui poser tout un tas de questions. En troisième partie de l'émission, on parlera mercato, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui vont se passer lors de ce mercato. On a déjà un départ et une arrivée qui sont déjà en train de se faire. On en parlera tous ensemble avec notre invité dans quelques secondes. Et pour finir cette émission, on va bien évidemment parler de la prochaine rencontre qui attend l'OL qui va recevoir Metz. Mes invités de ce soir, juste avant, bien sûr, d'avoir mes invités, enfin de vous présenter mes invités, je vais quand même vous souhaiter une bonne année, hein, c'est la moindre des choses. Bonne année, meilleurs vœux à tous ceux qui nous regardent. Évidemment, elle commence plutôt bien cette année puisque Lyon est premier, même en ayant fait match nul ce week-end, enfin ce week-end. Oui, si, ce week-end. Même en ayant fait match nul ce week-end contre Rennes, Lyon est toujours premier devant le Paris Saint-Germain, en espérant que l'OL tienne cette première place le plus longtemps possible et que bah du coup que l'OL puisse atteindre ce championnat que l'OL essaie d'avoir depuis si longtemps. S'il y a bien une saison où on peut le faire, c'est celle-là, donc évidemment on leur souhaite beaucoup de courage. Mes intervenants de ce soir, ils sont beaux, ils sont chauds et ils sont prêts pour cette nouvelle année. Mon premier intervenant de ce soir, c'est Maxime. Comment ça va, Maxime? Bah écoute Marlon, ça va très bien. Très bonne année à tout le monde. Comme tu l'as dit, on démarre très bien l'année en tant que supporter puisque Lyon est champion d'automne. Ça veut strictement rien dire. Nous, on veut le titre à la fin de la saison, mais en tout cas, au moins, on démarre l'année premier. Ça faisait très longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Évidemment, le championnat d'automne n'existe pas, donc on va pas encore faire la fête, mais on espère bien sûr faire la fête en fin de saison. Il n'y a pas que toi, hein, qui serait heureux de ce titre. Je pense que Yaman sera aussi fier de ce titre. Salut Yaman, Salut Marlon, salut tout le comment monde. tu vas? Ça va? Ça va bien. Ça fait plaisir de vous retrouver, hein. Ça faisait un petit moment, je pense, qu'on s'était pas retrouvés. Donc voilà, parler de l'OL, l'OL qui ne perd pas en ce moment. On est champion d'automne, même si c'est rien, comme le disait Max, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, on espère refaire l'émission du titre, hein, dans quelques mois. Euh, T'as parlé vite fait comme Mbappé à un moment. Je sais pas si Maxime t'a relevé, mais j'ai trouvé que t'as eu vite fait une intonation d'Mbappé, Yaman. J'ai pas remarqué, je regarderai ça à la fin. Ah ben, c'est Il a un certain très bien. talent d'imitateur, notre Yaman. Ouais. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Yaman nous fera une petite démo. Non, je pense pas. Et, et notre invité de ce soir, alors il est rédacteur pour Mondial Scouting, pour Football Hunting et pour Demi-Volée aussi, peut-être un site que vous connaissez bien à travers Yaman, hein, qui est là quasiment toutes les semaines. C'est le tweetos lyonnais le plus reconnu, on va dire, pour ses compétences en scouting. C'est Mickey Boy. Bonsoir Mickey. Bonsoir, merci de m'avoir invité et bonne année à tous, hein. Bah, bonne année à toi aussi. On est très content de te recevoir, surtout que bah, tu fais partie de tous ces tweetos lyonnais qui sont sur notre liste un peu d'invités qu'on doit recevoir tout au long de l'année. Donc, on est très content que tu sois là. Bah, c'est avec plaisir. Bah, les gars, je propose voilà, comme je le dis chaque semaine, hein, qu'on plonge directement dans le vif du sujet, hein. On va parler de cette confrontation entre Rennes et l'OL. L'OL qui a assez mal commencé ce match pour tout vous dire. L'OL qui a encaissé ce premier but, devinez de qui? Évidemment, il fallait que ce soit de Clément Grenier. Donc 1-0 à la mi-temps pour Rennes. Rennes qui va aller jusqu'à doubler la mise
pour arriver à un 2-0 contre Lyon, et Lyon qui réussira à arracher le match nul, malheureusement pas la victoire, par Memphis Depay et par Jason Denayer. Memphis Depay encore pour la passe D. Les gars, vous avez trouvé comment ce match, sachant que, comme je l'ai dit, ça a assez mal commencé. Rennes qui va bien dominer son adversaire, et Lyon qui va revenir en fin de match. Ça a été mentionné sur le compte d'Inside Gone, comme quoi Marcelo avait dit qu'on sentait vraiment que Lyon était capable d'arracher, enfin de remonter un score, chose qui n'était pas forcément faisable les saisons précédentes. Maxime, toi, t'as pensé quoi de ce match dans l'ensemble? Bah, je pense un peu comme Marcelo, pour reprendre les propos de Marcelo. C'est aussi ce qu'a dit le coach Rudy Garcia à la fin du match et Memphis Depay dans les réactions. C'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve quand même depuis que Rudy Garcia est en poste à l'Olympique Lyonnais. On lui doit bien ça, c'est d'avoir insufflé de la combativité, du caractère dans cette équipe. Il y a plein de choses qui sont à revoir en termes de jeu, notamment le fait d'avoir complètement laissé Rennes jouer sur cette première période où les Rennais se sont baladés. On a eu quand même deux occasions assez importantes qu'on n'a pas su concrétiser, c'est dommage, mais ouais, on a du caractère, on revient bien. Sur ce match, je retiendrai quand même qu'il faut vraiment se satisfaire de ce point. On pourrait, les regrets, on pourrait en avoir, mais je pense qu'il faut plutôt être satisfait du point obtenu que d'avoir plus de regrets concernant la non-victoire. C'est un point qui va compter contre un adversaire, je pense, qui va être compliqué à jouer sur cette seconde partie de saison. À l'image de Doku qui à mon avis va être bien plus en jambes que sur la première partie de saison. Donc je suis pas sûr que tous nos concurrents directs ramèneront des points de Rennes ou sinon gagneront contre Rennes. Donc ça reste un bon résultat contre un club qui était en Ligue des Champions en ce début de saison. Yaman, t'as quelque chose à dire en complément de ce match, et un truc que t'as remarqué qui n'a pas été mentionné encore? Bah, déjà, je suis en grande partie d'accord avec ce qu'a dit Max. Et ouais, franchement, bah, j'ai l'impression ce match, il y avait une petite différence entre ce match-là et les quelques matchs précédents. C'est que ici, on n'a pas senti cet OL qui domine totalement son adversaire. On n'a pas vu ces jolies combinaisons comme on en avait l'habitude. J'ai même eu enfin, le fantôme des premiers matchs de la saison qui revenait un petit peu là, quand on attaquait, quand on arrivait un petit peu en zone dangereuse vite fait, mais sans pouvoir marquer, sans pouvoir se créer de réelles occasions dangereuses, etc. C'était gênant. Et enfin voilà, moi je m'attendais pas à grand chose de ce match-là, mais voilà, faut quand même comment dire, être reconnaissant à toute l'équipe et à Rudy Garcia évidemment d'avoir su avoir la mentalité pour revenir dans ce match qui n'était pas facile. Et voilà, pour pouvoir arracher ce point-là, le point du match nul. Évidemment que si on menait 1-0 ou 2-0, se contenter ensuite du match nul, ce ne serait pas la même histoire. Mais là, vu comme on était mené 2-0, le fait de retrouver de récupérer ce point-là, ça reste une très bonne opération contre un concurrent direct. Franchement, avant le match, je ne savais même pas qu'ils étaient aussi haut dans le classement. Donc, je pense qu'on a bien fait de prendre ce point-là. Il y a déjà avant toute chose, il y a un nouveau visuel qui est disponible sur Twitch. J'espère que ça vous plaît, hein. On a eu beaucoup de boulot durant cette trêve. Il y a Scump91 sur le chat que j'embrasse, qui est là quasiment toutes les semaines, qui va un peu dans ton sens, Yaman, qui dit que un point à Rennes, qui est une équipe qui nous fait souvent chier, c'est bien, surtout au vu du match. C'est vrai que Rennes, récemment, ça va beaucoup mieux qu'en ce début de saison. Tout l'inverse de l'OL, du coup, qui en ce début de saison avait un peu de mal, et que là, du coup, bah, ça fait quoi? Ça fait une quinzaine de matchs presque qu'il n'y a pas eu de défaite, presque, ou peut-être une dizaine. Mickey, toi, t'as pensé quoi? Enfin, tu penses quoi de cette mentalité un peu qui est en train de changer du côté de l'OL, qui fait que dans les gros matchs, entre guillemets, parce que Rennes, mine de rien, ça reste quand même un gros club de Ligue 1, euh, et ça reste une équipe qui dérange beaucoup dans ce championnat. Tu penses quoi de cette mentalité lyonnaise qui fait que même quand on perd, même de 2 buts, il n'y a pas forcément la défaite à l'issue de ce match? Ah, c'est vrai que, ce genre de match, je pense qu'il y a peut-être, 1 an en arrière, on l'aurait pas gagné. On aurait juste, abandonné dès peut-être le premier but
Et c'est vrai que remonter 2 buts, enfin, il faudrait voir la statistique, quand est-ce qu'on a fait ça la dernière fois, mais j'ai pas l'impression, enfin, je me rappelle pas. Et j'ai l'impression que ça faisait longtemps. Et je pense que c'est vraiment cette nouvelle mentalité qu'a voulu inculquer, Juninho dans son projet, qui se fait peut-être ressentir en interne et les joueurs doivent le ressentir et qui nage pas. Après, il y a beaucoup de choses à redire sur la performance en elle-même, donc qui a été vraiment décevante dans l'ensemble, que ce soit au niveau défensif où il y a vraiment eu un manque d'équilibre, où, le côté gauche a vraiment souffert face au jeu, des Rennais, notamment Amari Traoré, Doku et Camavinga qui se sont baladés, avec une facilité déconcertante parce que les Lyonnais n'arrivaient pas à les marquer. Hem Mais malgré tout, il faut retenir le positif parce que Rennes reste un concurrent direct et contre un concurrent direct chez eux, ramener un point après que tu aies été mené 2-0, je pense que c'est comme une victoire. Parce que l'inverse, quand tu fais ça, on peut ressentir ça comme une défaite. Mais là, vraiment, c'est ressentir ça comme une victoire. Et c'est vrai qu'on a eu 5 minutes, où on a oublié, les 80 minutes, avant et on a su, mettre la marche avant et compter surtout, sur Memphis qui a été vraiment présent là où il fallait. C'est lui qui marque le but et qui fait la passe. Il faut aussi remercier le gardien rennais qui a un peu foiré 2 fois sa sortie parce que la première fois, c'était sur le premier but de Denayer qui a été refusé, où il fait une sortie hasardeuse. Il a pas appris de sa leçon et donc il fait ça la même chose sur le deuxième but, tant mieux pour nous. Et c'est vrai que bon, on sort avec ce match avec 1 point, ce qui pouvait paraître compliqué quand on avait vu, le match dans l'ensemble où on a vraiment subi, et on n'a pas réussi à contrer, le jeu, rennais. Et même, carrément, il y a qui c'est qui dit ça? C'est Rory que j'embrasse aussi, qui est là quasiment toutes les semaines, qui dit que: «J'ai même cru qu'on allait carotter la victoire à la fin du match». C'est vrai que moi, j'avais ce sentiment en regardant le match que, le match aurait duré 5 minutes de plus, il y aurait eu 3-2 pour Lyon, quoi. C'est un peu la configuration qu'on avait eue, f plus tôt dans la semaine contre Lens, où justement nous, cette fois-ci, on Mmh. était en position dominante et qu'eux, relancent le match dans les dernières minutes et peut-être que s'ils avaient égalisé plus tôt, on aurait peut-être, subi l'égalisation à la toute fin. Et c'est vrai que, pour le coup, on était dans cette position «d'outsider» entre guillemets, où on a dû, chercher les ressources, mentales pour, ne arracher et ramener un point, dans les derniers instants du match. Et c'est vrai que la victoire, je pense que si on aurait gagné, là, on serait tous vus champions en direct pour la fin de saison, je pense. Là, c'était parti pour ça. Que mine de rien, l'OL s'est retrouvé, en difficulté quand même, contre Rennes. Maxime, est-ce que toi tu mets la faute sur quelqu'un dans l'équipe? Parce que en fait, pourquoi je te demande ça? Parce que j'ai eu enfin j'ai vu quelques tweets assez virulents envers, Deschelio qui selon certains n'a pas fait un super match, offensivement et aussi, défensivement. Toi, tu as pensé quoi de son match de Giglio? C'est globalement mauvais, hein. Moi, je suis c'est pas un joueur que je trouve très, très bon depuis son arrivée à l'OL. Mmh. Le po De toute façon, les latéraux, c'est un vrai problème. Je pense qu'on allait en parler un peu plus tard, mais ouais, pour moi, les latéraux, c'est vraiment le souci côté lyonnais. Quand tu veux, instaurer, et surtout essayer d'installer un jeu dominant comme Juni veut le faire, le milieu est important, mais je trouve qu'aujourd'hui dans le football qu'on a, les latéraux, c'est très important parce que ça permet de créer un surnombre, notamment sur les côtés et permettre à tes ailiers qui n'en sont pas vraiment dans le dispositif de l'OL et dans l'effectif, que sont Kadewere et Toko, qui sont plus des joueurs d'axe. Donc il nous faut des latéraux hyper performants sur les 2 parties de terrain. Et actuellement, on a un joueur qui est Maxwell Cornet, qui est un attaquant de formation, qui a été replacé arrière gauche et donc à droite, De Thieglo, qui était un joueur, qui était plus vraiment dans les papiers à la Juve, qui avait besoin on va dire d'une équipe comme Lyon pour essayer de se relancer et se raccrocher au wagon, de la sélection italienne. Pour l'instant, ça ne le fait pas du tout. Quand on regarde les autres joueurs à disposition, on a Léo Dubois qui est international et on sait très bien que Léo Dubois en forme, enfin en tout cas en état de jouer pour Rudy Garcia, c'est un titulaire indiscutable. Pour nous, ça ne l'est pas vraiment vu son niveau de jeu, mais en tout cas, aux yeux du coach, il l'est. Donc ça serait bien de tester, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, un joueur comme Gusto à droite et revoir Melvin Barr qu'on a vu rentrer en jeu, mercredi contre Lens et j'ai trouvé son entrée, intéressante parce qu'il apporte de l'énergie, il apporte de la combativité et c'est un joueur que j'aimerais revoir sur 90 minutes. Après, des matchs
après, en termes global par rapport à l'équipe, je pense que des matchs comme ça, cette saison, surtout dans cette seconde partie de saison, on en aura. C'est quand même une saison qu'il faut rappeler est particulière. Je pense qu'on a, pour une fois, on pourrait le dire, une chance de ne pas jouer l'Europe parce que malgré qu'on ait un effectif quand même assez conséquent, hein, sur certains postes, on le voit très vite, il suffit de quelques blessures, un joueur qui ne peut pas jouer pour cause de carton rouge et surtout quelques joueurs concernés par le coronavirus et direct, ton effectif se retrouve coupé de moitié. On est Lyon, on a un gros effectif, donc on est quand même pas vraiment impacté par ça, mais quand on regarde les autres équipes, ça va jouer. Et donc, c'est pour ça que ramener un point quand même de Rennes, c'est plutôt pas mal. Il y a un point quand même que je trouve qu'on pourrait aussi rassembler par rapport au match de Lens. Physiquement, on a quand même du mal après cette petite trêve. Donc, comme j'ai dit, hein, ça peut être le coronavirus, ça peut être cette préparation un peu tronquée qui peut l'expliquer. Mais au moins, on a pu compter sur l'entrée en jeu de Cacré et Cherki qui ont fait énormément de bien. Et il faudra, si on veut aller jusqu'au bout, s'attendre à avoir des matchs comme celui de Rennes, s'attendre à avoir des matchs plus faciles, mais il va falloir surtout que Garcia arrive à concerner tout l'effectif jusqu'à la fin, parce que tout le monde aura sa carte à jouer. Au vu de cette saison, ça sera super important. Mac, je vais juste rester sur les latéraux, puisque la question vous a été posée sur Twitter. On vous invite à aller répondre à travers le sondage qui a été lancé. La question est simple. Est-ce que l'OL peut rêver du titre avec des latéraux aussi faibles comme ceux qu'on a actuellement? Excusez-moi, j'ai la toux grasse, je suis un peu malade, c'est assez compliqué pour moi, je sais pas si ça s'entend, j'espère que non. En tout cas, voilà, vous pouvez aller directement répondre aux questions, enfin à la question qui vous a été posée sur Twitter. C'est une question que je vais poser à Mickey. Mickey, tu penses que l'OL peut atteindre la première, bon, le titre, hein, on va être clair. Est-ce que tu penses que l'OL peut décrocher ce titre avec les latéraux qu'on a cette saison? Ah, on a réussi à se hisser, à la moitié de saison dans cette première place. Avec ces latéraux-là, donc je pense qu'avec une seule compétition, je pense que ça peut suffire. Mais après, il faut aussi voir les intentions. Hier, moi, je pense que l'un des problèmes, c'est d'avoir, mis, Cornet dans une posture défensive, alors que c'est pas un défenseur, ça reste un attaquant. On a beau le mettre dans une position, latérale gauche, c'est pas pour autant qu'il a les réflexes d'un défenseur. On le voit, c'est un joueur qui est plus dans la réactivité, c'est un joueur qui va pas anticiper, il identifie mal où sont ses adversaires et à partir de là, il a un temps de retard et généralement, ce temps de retard, il le compense avec justement, ses qualités athlétiques qui le permettent de vraiment couvrir ses lacunes. Sauf que face à un Doku, hier, il a pris l'eau parce que Doku, il est plus explosif que lui et on l'a vu que pendant tout le match, il n'a pas vu le jour. C'est là le souci, c'est que si tu fais jouer Cornet dans cette position de latéral, tu dois avoir aussi l'intention de le faire jouer dans sa position où il peut amener un plus, c'est-à-dire dans une position de piston, de deuxième attaquant ailier, voilà, qui peut vraiment prendre la profondeur. Et le souci avec ce 4-3-3, c'est que ça ne permet pas beaucoup et on voit très peu Cornet faire ça. Alors que quand on l'a vu qu'il a pris le couloir, bah, tout de suite, on était plus haut sur le terrain, on amenait plus de danger et c'est vraiment à partir de là où on a commencé à vraiment se créer des occasions face, en fin de match contre Rennes. Donc c'est vraiment la posture, je pense, qui sera importante par rapport aux joueurs et aux décisions que Garcia a, parce qu'on le voit souvent, il est assez, comment dire? Frileux en fin de match et souvent ça nous coûte parce que c'est à partir du moment où on commence à reculer, on va sortir un attaquant, on va mettre un défenseur, bah, là on va sentir une équipe un peu plus fébrile parce que c'est une équipe qui est plus comment dire? Dominante qui peut être dominée. C'est-à-dire qu'il faut que cette équipe lyonnaise, elle doit avoir des intentions de jeu, elle doit jouer jusqu'au bout et ne pas vouloir gérer absolument parce que c'est le meilleure façon de couler. Parce qu'on ne sait pas faire, enfin pour le moment. C'est pour ça qu'il faut jouer sur nos forces et ne pas essayer de, déjouer, et vraiment insister jusqu'au bout, parce qu'on a les ressources sur le banc pour jouer pendant 90 minutes, même si c'est pas avec les mêmes joueurs, à mettre son rythme de jeu. On a les capacités de le faire et il faut le faire. Et je pense que si on maintient ce cap, il y aura pas de souci, enfin il y aura pas de souci, c'est facile à dire, mais je pense qu'il y aura moins de risques, de perdre cette posture, en haut du classement. Donc voilà. Je voulais vous demander aussi à tous les trois, je vais poser la question à Yaman puisque c'est le dernier à avoir pris la parole. Yaman, il y a d'autres joueurs qui ont sorti un peu leur épingle pendant le dernier match, notamment Maxence Cacré et Ryan Cherki qui sont rentrés et qui ont quand même fait la différence depuis leur rentrée à la 67e.
Euh, est-ce que tu penses que ces deux joueurs mériteraient de faire plus que des bouts de match, malgré le fait que Garcia a, semble-t-il, trouvé son 11 titulaire et que bah, je pense qu'il voit pas Cornet, j'allais dire, Cacré et Cherki comme des titulaires indiscutables à l'OL. Bon, il y a plusieurs points dans ta question. Donc, déjà, on doit définir un peu ce que tu entends par des bouts de match, parce que des bouts de match, si c'est des rentrées en jeu à la 85e minute, alors oui, je suis d'accord que non, Cacré et Cherki méritent bien plus que ça. En revanche, des rentrées en jeu à la 65e minute, où ils disputent quand même une bonne demi-heure, etc., c'est pas forcément mauvais, hein, surtout dans une période où ils sont pas forcément supérieurs aux titulaires. Après, bon, sur un match comme le match de Rennes, oui, effectivement, les titulaires, c'était pas fameux. Que ce soit Toko Ekambi, qui était pourtant en feu le mois dernier, bah, c'était pas ça. Après, je pense qu'il revient du Covid, donc ça va, ça peut se comprendre. Kadewere non plus, c'était pas fou. Paqueta, c'était pas fou. Thiago Mendes non plus. Awar, il y avait du mieux balle au pied, mais dans la présence, enfin même dans la présence, tu vois, il a reçu pas mal de ballons, mais on sent qu'il lui manque quand même quelque chose. Donc à la place de tous ces joueurs-là, oui, effectivement, on peut peut-être sur le match qu'on a joué contre Rennes, oui, ça se méritait totalement de les voir entrer tôt en jeu. Après, si les 6 joueurs que j'ai mentionnés, qui sont nos titulaires, s'ils continuent à faire de très grands matchs comme on les a vus faire pendant le mois précédent, je pense que ce serait compliqué de les sortir du 11, surtout, maintenant le deuxième point, avec un coach comme Rudy Garcia, qui a ce style, bah, c'est une mentalité d'entraîneur, hein, selon laquelle tu as, un 11 qui gagne, bah, tu ne le changes pas, tu n'y touches pas. Tu gardes une équipe qui gagne, et même s'il y a certains défauts, etc., tu peux faire abstraction de tout ça tant que ça fonctionne. Et il se trouve, je ne sais pas, peut-être en février, ça commencera à ne plus tourner du tout, on commencera à perdre des matchs, etc., et on va être forcé à rechanger un petit peu de titulaire, hein. Ça, c'est pas impossible, mais dans la configuration actuelle, à mon avis, Cacré et Cherki, surtout ces deux-là, ils doivent avoir des entrées en jeu plus conséquentes, et aussi Bruno Guimaraes, évidemment, que j'aimerais même voir titulaire à la place de Diaco Mendes. Mais pour les autres, voilà, juste avoir des entrées en jeu plus conséquentes pour montrer plus de choses. Et au moment où ils deviennent plus convaincants, peut-être qu'ils pourront entrer dans la balance un petit peu pour essayer de déloger les titulaires. Mais à mon avis, à court terme, ça ne sera pas évident. Pour rebondir rapidement On va finir. Vas-y, 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 termine, vas-y. sur ce que disait Yaman, c'est une question aussi que je me pose par rapport à cette seconde partie de saison. Moi, j'ai une interrogation notamment au niveau de Paqueta, parce qu'on sait qu'il avait très bien démarré à Milan et puis après, il avait été un peu plus en difficulté sur la seconde partie de saison. Je ne connais pas sa capacité physique ni son sérieux sur ce côté-là. Mais c'est vrai que là, sur la reprise, je le sens un petit peu émoussé. Donc, ça serait bien de le mettre un petit peu au repos, le mettre un peu au frais. Ça fait aussi du bien de voir des joueurs comme Maxence Cacré revenir parce que sur la première partie de saison, c'était compliqué pour lui. Et juste revenir rapidement sur ce que Yaman disait sur Garcia. On est certes premier, mais on n'a pas de marge d'erreur non plus par rapport au PSG. Il ne faut pas oublier que le PSG a changé de coach, on aura peut-être un PSG totalement différent sur la seconde partie de saison parce que les Parisiens ont quand même pas mal perdu sur la première partie de saison. Je ne pense pas qu'ils referont la même seconde partie de saison que la première. Euh, donc on n'aura pas vraiment le droit à l'erreur et Rudy Garcia, il faudra qu'il s'ajuste et très rapidement. Il ne pourra pas se permettre de faire confiance à des hommes qui sont un peu en difficulté sur plusieurs matchs d'affilée. Il faudra très vite qu'ils se remettent en question si jamais on enchaîne comme ça des matchs sur les prochains matchs un peu plus compliqués. Donc c'est pour ça, pour moi, mes doutes sont là-dessus et surtout sur sa capacité à vraiment concerner tout l'effectif et ne pas dégoûter certains joueurs. On en parlera dans la partie mercato, mais il y en a certains qui veulent partir parce qu'ils n'ont pas eu leur chance sur la première partie de saison. Il ne faudrait pas que ça arrive sur la seconde. Est-ce que je peux commenter très rapidement ce qu'a dit Max? Bien sûr, vas-y. Très rapidement. Donc voilà, c'est la deuxième fois, je pense, que tu mentionnes le fait que est-ce que Garcia arrivera à maintenir tout le groupe concerné pendant cette deuxième partie de saison. De ce que je lis, des échos que je peux recevoir, j'ai l'impression que absolument tout le monde est très 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 motivé, peut-être bon à l'exception de Moussa Dembélé qui va nous quitter, on va revenir là-dessus. Mais voilà, donc le seul match de Rennes ne devrait pas suffire pour juger, pour éliminer les joueurs qui étaient titulaires depuis longtemps. Donc je ne parle pas forcément de Chilio par exemple, mais surtout les milieux et les attaquants.
Mais après, si ça se répète, si on sent que c'est vraiment une baisse de forme ou de confiance, etc., à ce moment-là, il va falloir être agile et réagir très vite pour éviter voilà, de s'entêter dans un système qui ne fonctionne plus. Mais voilà, on verra dans les prochains matchs. Parce que ça gagne pour l'instant et donc on enchaîne et les joueurs, c'est une équipe jeune, c'est des joueurs qui sont en forme en ce moment, donc c'est super pour nous. Mais j'ai quand même un doute sur ça, sur si jamais ça commence à devenir un peu plus compliqué en termes de résultats, qui va lâcher en premier notre capacité mentale qu'on est en train de louer depuis le début. J'espère qu'elle saura tenir tout au long de la saison parce qu'on va avoir des matchs, si on veut aller au bout, je l'espère, on aura des matchs très très compliqués. Ouais. On va terminer ce débrief du dernier match, hein, contre Rennes. Juste avant, je vais quand même revenir sur le sondage qu'on vous a lancé sur Twitter. La question, c'était: peut-on rêver du titre avec des latéraux si faibles? Eh bien, sachez que le résultat penche plus sur un non à 53,6%, contre oui à 46,4%. On a quelques réponses quand même qui, qui, qui vont avec ce sondage, hein. Enfin, en tout cas, il y en a une qui m'est revenue directement en privé. Il y a Lyonnais à jamais sur Twitter qui dit que Monaco gagne le championnat avec la meilleure paire de France, Liverpool domine l'Europe avec la meilleure paire du monde. Pas besoin d'en ajouter plus. Il fait référence à notre paire de latéraux, enfin, en tout cas, à tous les latéraux qui font partie de l'OL. Selon lui, ils n'ont pas le niveau pour aller chercher le titre en championnat. On aura la réponse plus, plus, plus tard, hein, je pense, vers cette fin de Ligue 1, je pense. En tout cas, voilà. Vous êtes assez pessimiste sur ça. Vous pensez avec les latéraux qu'on a, on peut ne pas gagner le titre, malgré le fait qu'on joue un seul match par semaine et qu'une seule compétition cette année. Avant de revenir sur ce mercato, on va poser quelques questions à notre invité du soir, Mickey Boy. Mickey, déjà, je me répète, hein, mais on est très content de t'avoir avec nous ce soir. Euh, Malheureusement, je pense qu'il y a quelques personnes dans le chat qui ne te connaissent pas bien. J'en fais un peu partie, pour rien te cacher. Je te connaissais un peu de nom sur Twitter parce que, bon, bah, forcément, ça fait longtemps que moi je suis sur Twitter et que je connais un peu, pas, pas tout le monde, mais enfin, je connais beaucoup de tweetos lyonnais, entre guillemets. T'en fais partie. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais sur Twitter, quel est ton métier, ton objectif? Tu peux nous parler un peu de toi, quoi. Alors moi, ça fait depuis 2 ans que sur Twitter, j'ai vraiment pris, pour objectif de faire découvrir, vraiment, bah, les talents, que ça soit, en Asie, en Amérique, en Europe. Voilà, je m'intéresse à des championnats qui sont pas forcément exposés et j'essaye de mettre en lumière, bah, les jeunes, les joueurs qui se révèlent dans ces pays-là et je propose, que ce soit sur Twitter ou sur d'autres plateformes comme Demi-Volée, bah, des présentations, des analyses, pour, bah, mettre en lumière ces talents-là qui, je pense, ne sont pas très connus, en France et en Europe et voilà donc là, aujourd'hui, je ne travaille pas dans ce enfin, je suis pas un scout, comme on dit enfin, officieux, mais voilà, je fais en sorte de, par mes projets personnels, d'arriver à mes objectifs, dans un futur proche. J'ai déjà eu des contacts, mais avec le covid, tout a été, mis au ralenti. Donc je persiste dans mon travail, je continue à regarder des matchs, à partager mes observations, sur Twitter et sur le reste des autres plateformes que je peux, utiliser pour, bah, pouvoir un jour vraiment me consacrer à 100 dans ce métier qui m'intéresse et me passionne, vraiment. Donc là, aujourd'hui, c'est pas encore ton métier. Non, c'est pas mon métier. D'accord. Donc là, pour l'instant, tu fais ça vraiment par passion, quoi. Ah oui, oui, c'est vraiment, bah, je te dis, c'est principalement le week-end que je peux vraiment me concentrer, où je fais vraiment des journées, où je peux regarder plus de matchs. Donc c'est vrai que là où je peux vraiment m'appliquer à analyser, à observer et après il y a à côté la rédaction que je fais plutôt en semaine où il y a moins de matchs. Mais j'essaie toujours de regarder, 1 ou 2 matchs par jour, la semaine et vraiment le week-end, c'est là où je concentre toute mon attention sur les matchs parce que c'est là où je peux vraiment voir, le matin, les matchs asiatiques, l'après-midi, Europe et finir, avec, l'Amérique du Sud, durant la soirée.
En début d'émission, tu as eu, quelques personnes sur le chat qui t'ont encensé, qui ont bien parlé de toi. Ça continue, hein, je veux que tu le saches. Il y a YouSoel69 notamment qui est souvent là, qui dit que, tu es un sacré passionné, qui te tire, son chapeau. Il pose aussi une question que nous, on voulait te poser du coup. Il voulait savoir avec qui tu as eu, des contacts? Si tu peux nous le dire, bien sûr, si tu peux pas, tu nous le dis pas. Je ne vais pas rentrer dans les précisions, mais voilà, j'ai pu avoir des contacts avec, une franchise américaine, D'accord. heu, un club, belge et un autre français. Mais voilà, ça a été, voilà, avec le covid, la situation est assez comme dans d'autres secteurs. Je pense que la situation est un peu au ralenti, donc bon, voilà, je perds pas patience. Ça me motive, ça me dit que voilà, mon travail est vu et que, bah, je dois continuer et persévérer dans cette voie-là pour tenir mes objectifs. Pour nous faire une idée, c'était des clubs de haut niveau quand même? Oui, 1re division. D'accord, OK, OK. Maxime, je te donne la parole. Est-ce que tu as une question à poser à notre invité du soir? Bah, du coup, je vais rester un peu sur les contacts, mais à mon avis, tu pourras pas me répondre à ma question, mais on va essayer quand même d'obtenir quelques infos. Tu parles d'un club en France de première division. On sait que tu es proche de Lyon. À un moment donné, j'ai vu sur Twitter, ça avait beaucoup parlé de toi, ça mentionnait Juninho à peu près toutes les 5 minutes, dès qu'il y avait une offre mercato ou dès que tu mentionnais un joueur qui pourrait intéresser l'OL. On avait cru limite à un moment, enfin moi j'avais eu la sensation que limite tu travaillais un peu pour lui. Heu, je sais pas si tu pourrais répondre à la question, est-ce que tu as été déjà approché par Lyon? Mais est-ce que, je suppose que tu vas me répondre oui, c'est peut-être une question un peu bête, mais si Lyon t'approche demain, qui ça va être quoi ta réaction? Comment tu pourras, réagir à tout ça? Je pense que la première chose, c'est que je fais un salto arrière parce que je serais trop content. Mais non, bah, franchement, je pense que ça serait assez irréaliste et je pense que j'arriverais pas à y croire. Mais si jamais une opportunité comme ça pouvait, m'arriver, je serais bien sûr heureux et je me mettrais, bah, à fond, bah, pour, bosser et vraiment rendre le meilleur parce que voilà, Lyon, c'est pas un secret, c'est mon club et bien évidemment quand c'est ton club, même si c'est pas mon club, hein, mais voilà, j'aurais peut-être plus, de d'affection et j'aurais peut-être plus, bah, de volonté pour vraiment porter ce club, au plus haut, niveau. Et c'est vrai que, bah, rien que travailler avec, pouvoir travailler ou côtoyer Johnny, je pense que c'est aussi un rêve, tu vois? Quand c'est une idole et au-delà de ça, voilà, c'est pouvoir, rencontrer un homme, bah, qui est vraiment, génial quand tu le vois. Donc c'est vrai que ça pourrait être très enrichissant à tous les niveaux et c'est vrai que c'est ouais, non, ça serait, pourquoi pas un jour, mais là, je pense que je dois encore faire mes preuves et je dois partir de tout en bas pour montrer, ce que je vaux, je pense. C'est le plus logique aujourd'hui. Et petite question, si demain, par exemple, il t'appelle, tu as déjà des joueurs là, avec qui, tu pourrais lui sortir une liste de joueurs en lui disant: «Ça, lui, il nous le faut, par exemple, pour les latéraux, c'est ce type de profil, c'est ce type de joueur qu'il nous faut, si on veut aller chercher, bien plus loin, bien plus haut, le titre de champion et faire, et revenir en Europe avec de réelles ambitions», par exemple? Bah, j'ai toujours fait cet exercice, l'année dernière, par rapport au mercato où justement j'avais fait, une analyse et une présentation de pistes à faire lors du mercato hivernal et du mercato d'été. Donc, j'ai toujours un regard spécifique par rapport à Lyon et par rapport comme c'est un match Lyon, c'est l'une des équipes que je regarde tous les matchs. C'est le enfin, je rate aucun match de l'OL, donc je sais à peu près, les forces et les faiblesses. Donc c'est vrai que quand tu regardes après d'autres matchs, tu peux pointer, bah, des joueurs qui peuvent vraiment combler ces défaillances. Et par rapport à ça, oui, j'ai des noms au poste de latéraux. Je sais que j'ai quelques noms, sous la réserve, mais je suis sûr que ces noms-là, en plus, Juni doit les avoir parce que c'est aussi des Brésiliens. Donc là, il y a pas de souci à ce niveau. J'aurais une question pour Yaman, Niki. bien sûr, vas-y, vas-y, Ah bah vas-y. voilà, désolé, hein, je t'ai devancé. Non, mais Donc, Niki, c'est une question en 2 parties. Donc la première partie, est-ce que tu vas souvent au stade? Pas forcément, au Parc OL, hein, au stade, en général, pour regarder les matchs ou bien sûr avant la pandémie ou pas trop? Tu es plutôt écran? Bah, le stade, c'est plutôt, pour les pas forcément les matchs professionnels, c'est vraiment pour garder le contact avec le terrain. C'est souvent, bah, des matchs, qui sont près de chez moi, qui me permettent justement, bah, de me déplacer sans trop m'éloigner et avoir des frais un peu, supplémentaires. Mais voilà, j'essaie de regarder des matchs, que ce soit le samedi ou le dimanche pour garder ce contact avec le terrain, même si c'est pas professionnel, hein. Des fois, c'est juste
par plaisir, vraiment regarder, l'ambiance qu'il peut y avoir, dans les petits stades et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être autour des terrains. D'accord et donc la deuxième partie de la question, ça sera, est-ce que tu sens pas qu'il y a par exemple un certain avantage à l'observation, visuelle directe, c'est-à-dire, au stade, l'observation de certains joueurs au stade par rapport à l'observation à travers, un écran? Parce que souvent, moi, je me pose la question, tu vois? Très souvent, je voyais, enfin, au Parc OL, on le voyait souvent, Florian Maurice, et on savait que parfois, quand il n'était pas là, c'est qu'il était en déplacement quelque part pour regarder un match. Pour toi, tu ne penses pas qu'il y ait certains avantages majeurs à observer un joueur ou une équipe en particulier au stade plutôt qu'à travers l'écran? Je pense que c'est primordial d'avoir un point de vue, réel, parce que la vidéo c'est bien, mais je pense que quand tu regardes, comment dire? Un match, justement, derrière un écran, tu regardes le match avec un œil, tu vois? C'est un Mmh, scout qui m'avait dit ça et c'est vrai que c'est ça. C'est tu regardes le match avec un œil alors que quand tu es au stade, c'est vrai que tu peux avoir une plus grande perception, une meilleure vision et tu peux aussi, percevoir, rien que différents, critères sur, le joueur, comment il réagit dans différentes phases de jeu. Tu as un focus sur le joueur que tu veux voir parce que quand c'est à la télé, tu as pas forcément le joueur que tu veux, la caméra et le champ est peut-être pas optimal. Donc, voilà, il y a différents heu, comment dire? Critères qui font que le terrain reste toujours, je pense, tu dois avoir le dernier mot par le terrain. La vidéo, c'est peut-être en amont et pour mmh. avoir les certitudes, je pense que tu dois obligatoirement passer par le terrain pour être sûr que ton choix fait, via la vidéo est le bon. Très bien, merci beaucoup et si Marlon me permet une deuxième question? Bien sûr. Oui, donc ma 2e question c'était oula. Ah oui, alors, à travers tes observations, s'il faut choisir un seul pays, enfin le pays en majuscule ou qui contient disons, le meilleur vivier de talent au monde actuellement au niveau football, pour toi, c'est quel pays? Je ne vais pas être très, objectif parce que, surtout que moi, dans mon observation, je suis, j'ai pas d'outils, de scouting qui me permettent de voir tous les matchs que je souhaite. Donc c'est vraiment je le fais par rapport aux moyens qui me sont à ma disposition et c'est vrai que le Brésil, c'est le vivier qui me permet justement de suivre les équipes, U17, U20 et même, les équipes U23 que des clubs et c'est vrai que, à ce niveau-là, j'ai envie de dire que c'est ce pays-là parce que c'est là où j'ai peut-être une vision plus globale, sur les jeunes dans les catégories, jusqu'aux 17, enfin moins de 17 quoi. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire le Brésil, c'est pas original, mais voilà, c'est vraiment par rapport à ma vision, par rapport à ce que je peux voir qui me permet d'avoir ce recul-là. Mmh, d'accord, merci. Moi, je voudrais rebondir sur la première question de Yaman. Il évoquait la notion de plaisir, Non, vas-y. par rapport à ce que tu fais. Est-ce que tu prends encore beaucoup de plaisir à regarder des matchs de foot? Est-ce que ça reste encore une passion ou c'est vraiment quelque chose que tu vois différemment? Parce que quand même ça a l'air d'être, enfin, tu vas nous expliquer un peu plus en détail, mais je suppose que quand tu regardes un match, tu fais en même temps des choses en même temps. Est-ce que tu arrives vraiment à être, à avoir un réel plaisir dans ce que tu fais, quelque chose qui te procure la même chose que quand on regarde un match de foot en tant que, par exemple, supporter. Nous, quand on regarde un match de foot en tant que supporter, on pense pas à autre chose. Et toi, est-ce que tu arrives à garder cette notion-là? C'est un plaisir différent. Tu de toute façon, c'est pas le même regard que tu as que quand c'est pas quand je regardais un là, j'étais sur un match de, sub-20 avant de venir là, j'étais un match sur sub-20, du Brésil justement. C'est pas le même regard que je vais avoir pour ce match-là que pour, Lyon, ce samedi, où, je suis un peu stressé, où j'ai envie que ça gagne, où je suis peut-être, voilà, je suis purement, subjectif et voilà, j'ai envie de voir mon équipe gagner. Mais, c'est un regard différent et c'est un plaisir différent. Moi vraiment quand je regarde un match, c'est souvent, c'est de l'analyse, donc j'ai mon petit carnet avec moi, je prends des notes, que je peux après, justement enregistrer sur mon ordinateur et c'est vraiment le plaisir, tu vas le trouver quand un joueur va faire, quelque chose, je sais pas, une touche de balle, un appel bien senti, une intelligence dans son déplacement, enfin, c'est des trucs minimes, mais qui vont te donner ce plaisir-là qui fait que, tu vas être un peu enthousiaste. Moi, je te dis, c'est simple, hein, moi, il y a plein de fois où je vais être euphorique parce qu'il y a un joueur justement qui va me charmer sur sa première touche de balle et ça va juste me refaire ma journée parce que voilà, ce joueur-là, il m'a donné quelque chose de spécial et c'est vrai que c'est ça qui me donne du plaisir. Après, il faut être lucide, hein, c'est pas ça à chaque match, hein. Il y a des matchs où c'est vraiment horrible.
où tu as rien qui se passe, c'est comme partout. Des fois, tu as des matchs où il y a pas d enfin, il y a pas de forcément de choses à retenir, et encore, il y a toujours quelque chose à retenir, mais il y a pas quelque chose qui va te transcender, on va dire, et malgré tout ça, il faut vraiment savoir, regarder et ne pas être dire, uniquement prendre du plaisir. Il faut aussi être dans l'analyse, et c'est pour ça qu'il faut aussi je dissocie les 2, je pense. Mais je prends quand même du plaisir dans ce que je fais parce que je pense pas que je ferais ça si jamais, je ne prendrais pas du plaisir. Tu sais, quand je te fais des week-ends où je vais regarder, je sais pas, une dizaine de matchs, c'est parce que ça me fait plaisir, c'est parce que je kiffe. Parce que c'est une obligation. Si c'était une obligation, je pense que j'aurais abandonné depuis très, très longtemps, et c'est vrai que c'est ce qui me donne la force de continuer, c'est vraiment cet aspect, cette curiosité, ce plaisir à découvrir, à analyser, à apprendre aussi. J'ai beaucoup appris, ce travail introspectif justement dans l'analyse où tu vas essayer de décortiquer un jeu, ça t'éveille aussi une conscience, au niveau football un peu plus global. Tu vois le football différemment, et c'est tout cet apprentissage qui est aussi enrichissant et qui me donne envie de continuer pour vraiment, maîtriser, c'est un grand mot, mais au moins, connaître encore mieux le football et un peu mieux, voilà, mes connaissances que j'ai aujourd'hui, tout simplement. On va terminer cette interview. Alors, je te cache pas qu'on est un petit peu en retard. On aurait dû commencer le point mercato tout de suite. Le souci, c'est que j'ai des questions du chat et j'ai pas envie de passer à côté, surtout que c'est moi qui leur ai demandé sur le chat. Donc, je passerai un peu pour un con si je demandais des questions et que je les posais pas et que je te les posais pas pendant cette partie interview. Donc je vais te poser quand même deux trois questions. Tu vas essayer de nous répondre assez rapidement. Il y a Scum91 qui est là à chaque fois, qui nous donne beaucoup de force, qui nous demande quel est le championnat le plus intéressant à suivre pour découvrir des talents. Après ça dépend, le Bré enfin c'est moi, c'est par rapport vraiment aux équipes jeunes que je peux voir, et ça dépend si c'est en Europe, ça dépend si c'est en Amérique du Sud. Moi j'aime bien le Japon, et aussi l'Europe du Nord, les pays nordiques. Je pense que là tu as beaucoup de talents, et qui sont peut-être souvent, sous-cotés, en France. C'est peut-être à démarcher, à étudier. Donc ouais, j'aime bien l'Europe du Nord, le Japon, et après l'Amérique du Sud, dans sa globalité, parce que tu vois souvent justement des jeunes joueurs qui sont mis en avant. Mais voilà. Moi, j'ai peut-être une question par rapport à Euh, ça à te poser, Mike. Quand, on a un foot, aujourd'hui qui s'internationalise quand même un peu partout, est-ce que tu arrives quand même à trouver des profils spécifiques selon les pays ou, aujourd'hui il y a quand même une, on va dire une globalisation en termes de spécificité, de niveau de jeu? Ça se ressemble un peu partout ou tu as quand même des différences? Hem, c'est toujours compliqué. Après, tu as toujours quand même, surtout chez les jeunes, tu vois souvent des di enfin, tu peux retrouver certains aspects surtout dans la façon de jouer, mais sur les profils, je pense que ça reste assez propre aux joueurs. Tu as souvent, je prends l'exemple de l'Équateur qui, aujourd'hui est peut-être, l'un des pays les plus intéressants, en Amérique du Sud, parce qu'ils ont vraiment mis, cet accent sur le physique et l'aspect technique, où tu vois vraiment des joueurs très jeunes qui ont déjà cette avance, cette maturité physique et cette alliance aussi tactique, technique, qui fait que tu vois émerger de jeunes joueurs très intéressants et qui sont très prêts, très tôt, pour jouer. Malheureusement, leur championnat ne met pas forcément en avant, ces jeunes-là, mais c'est dans les compétitions internationales, enfin intercontinentales, tu les vois, souvent émerger, et c'est vrai que c'est intéressant à suivre. Toujours dans les questions du chat et après on va passer au point mercato, de l'OL. Est-ce que tu as eu des échos? Alors c'est Val020X, qui nous pose la question. Est-ce que tu as eu des échos du travail de Benoît Chiraud à l'OL? Aucun. Alors là, je vais pas mentir, j'en ai eu Aucun, aucun, pas d'accord. plus que d'autres, et ouais, non, j'en ai pas précisément, voilà, j'en ai pas eu, difficile à dire. Parce qu'on m'a pas donné, enfin, j'ai Et pas de lien direct, non, bah, genre. c'était pour savoir. Si t'en as pas, il y a aucun souci. Mais pour le coup, il y a une question très pertinente, de YouSoul69 et après on va terminer là-dessus. Est-ce que tu essaies, toi, d'approcher des clubs pour les rejoindre ou t'attends que des clubs t'approchent toi pour commencer ton travail en tant que scout? Pour l'instant, c'est toujours, on m'a toujours approché, et j'ai rarement fait la démarche. Enfin si, j'ai déjà fait de la démarche, mais ça a jamais été concluant, donc c'est vrai que pour l'instant, j'essaye plus de travailler et de, un peu montrer ce que je peux faire, et vraiment, gagner en pertinence pour, être après sûr, si je démarche un club, offrir, quelque chose de sérieux pour ça, quoi.
Bah écoute, Mickey, on va terminer ton interview là-dessus. En tout cas, nous, tout ce qu'on te souhaite, c'est vraiment que tu puisses vivre de ta passion de scout, hein. Si en plus tu pourrais faire ça à Lyon, ce serait vraiment, vraiment cool. Et pour le coup, ce serait vraiment sympa pour nous de te connaître en tant que twittos et de voir que tu as réussi au haut niveau en tant que scout. En tout cas, ouais, franchement, c'est tout ce qu'on te souhaite vraiment. Merci beaucoup. On va basculer sur ce mercato un petit peu en retard, hein, malheureusement. On va parler un peu mercato. Alors déjà, les premières nouvelles qu'on peut vous annoncer, c'est que Slimani a bel et bien signé à l'OL. Enfin, en tout cas, il n'a pas signé, mais c'est fait, hein. Selon certaines sources, apparemment, il signe bel et bien pour... alors, si je dis pas de bêtises, c'est 6 mois plus 1 an en option, ou l'inverse, 1 an plus 6 mois en option. Alors, j'ai plus le tweet sous les yeux tellement j'en reçois en privé. Alors c'est 6 mois plus 1 an en option. Il arrive gratuitement de Leicester et c'est officiel, hein, c'est bouclé pour Slimani. Ce qui voudrait dire en même temps que Moussa Dembélé va à l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, l'Atlético de Madrid, ça ne se dit pas. Je viens de le dire, mais ça ne se dit pas. On dit Atlético Madrid. Il signe là-bas pour 6 mois apparemment, Moussa Dembélé. Euh, avec, alors c'est sous prêt, hein, que ce soit bien clair, avec option d'achat non obligatoire de 35 millions d'euros. Donc on lui souhaite, on lui souhaite le plus grand bien à l'Atlético. Yaman, qu'est-ce que tu penses toi de toute cette affaire, le fait qu'on perde Moussa Dembélé, mais qu'on a Islam Slimani qui nous rejoint, un joueur qui est assez expérimenté, qui a montré de très belles choses l'année dernière à Monaco. Toi, tu penses quoi? Est-ce que tu penses que Lyon est gagnant au change avec l'arrivée de Islam Slimani? Alors, en termes de, comment dire, de qualité pure de joueur ou de potentiel, disons, peut-être que Moussa Dembélé a le potentiel pour aller plus loin que Slimani, que ce qu'il a fait pendant sa carrière, même si voilà, je vais me faire taper sur les doigts maintenant par nos amis algériens. J'aime beaucoup Islam Slimani, hein, On peut pas être tranquille, hein, vraiment. Ouais. C'est un très bon joueur, hein, j'y arriver justement. Mais le fait en fait que Moussa Dembélé soit clairement en fin de cycle, soit clairement, voilà, il a plus la confiance, il a plus la motivation aujourd'hui à l'OL, il a besoin de rebondir ailleurs. Donc ça serait une bonne chose pour l'OL déjà de le remplacer, et ça serait une bonne chose pour lui même à moyen terme, même peut-être à long terme de quitter l'OL, enfin même à court terme, à tous les niveaux je veux dire. Voilà, il nous a rendu de très bons services. On le remercie pour tous ces bons moments, pour le but contre Saint-Etienne notamment et pour le doublé contre City. Enfin voilà, il a marqué pas mal de buts importants. Il a fait de bonnes saisons à l'OL. C'est dommage que ce soit terminé, enfin, ouais, ce soit en train de se terminer de cette manière, mais en tout cas, remplacer un joueur qui n'a plus la confiance, dans l'absolu, c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors, encore plus quand le remplaçant, c'est un joueur du calibre de Slimani, donc qui a beaucoup d'expérience quand même, et qui connaît cette Ligue 1 et qui a quand même sorti de très très bonnes performances en Ligue 1 la saison dernière, donc ça fait pas très très longtemps. Après, on peut avoir certains doutes sur son état physique actuellement. J'avoue que j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait cette saison. Apparemment, il n'a pas fait grand-chose, mais bon, voilà, je pense que c'est un bon joueur et qui, contrairement à certaines idées reçues, qui semble avoir pas mal de ballons quand même, donc il peut peut-être nous faire du bien. Peut-être pas autant que Memphis sur certaines prises de balles ou certaines déviations ou certains ballons bien sentis, mais ça peut rester quand même très très intéressant par les différents aspects de son jeu. Et puis surtout, il y a l'autre aspect, c'est que le joueur, je pense, il arrive dans un nouveau projet, il va être à fond pendant un certain moment. Et nous, c'est exactement ce dont on a besoin pour ces derniers mois de la saison. Donc, à mon avis, pour moi, je suis plutôt optimiste pour que ce soit une très très bonne opération au moins pour ces 6 prochains mois. Et pour la suite, on verra par la suite. Alors, je rappelle bien sûr que Slimani a malheureusement joué que 20 minutes cette saison avec Leicester. C'était contre Aston Villa lors d'une défaite à domicile, justement contre Aston Villa. Je rappelle aussi que Slimani a 32 ans, mais que ça n'empêche pas qu'il a fait une super saison l'année dernière
avec Ben Yedder à ses côtés. Mickey, en parlant de duo, on peut pas dire que le duo Memphis-Dembélé ait fonctionné plus que ça. La preuve, hein, Dembélé aujourd'hui est prêté à l'Atlético et on accueille du coup Slimani. Est-ce que tu penses qu'un duo Memphis-Slimani, même si c'est pas forcément ce qui est dans la tête de Rudy Garcia, vu qu'il aurait déjà trouvé son 11 de départ avant même l'arrivée de Slimani, est-ce que tu penses qu'un duo Slimani-Memphis, ça pourrait fonctionner? Bah, dans cette idée où tu as, justement, Slimani qui est très fort dans ce jeu, dans ce domaine aérien, avec son physique aussi très fort en appui, qui sait faire jouer ses partenaires et justement à offrir des espaces, on peut avoir l'idée d'avoir un Memphis qui pourrait pivoter, qui pourrait avoir peut-être plus de liberté, pour alterner, parce qu'on voit Memphis souvent, décrocher. Voilà, tu auras peut-être, bah, Memphis qui pourra rester un peu plus haut et justement Slimani qui fera ce boulot d'appui pour, vraiment permettre à Memphis d'être, plus, à la finition qu'à la création, des attaques. Donc, dans l'idée, ça peut fonctionner, je pense. Après, voilà, aujourd'hui, une attaque, seule, ça marche bien avec Memphis aussi qui peut faire ce jeu, d'appui, mais qui a peut-être pas cette domination aérienne qui peut parfois manquer. Donc, ça me mène aussi une autre variété, mais ça peut être complémentaire, je pense. On va terminer sur Slimani. Je vais juste lire un commentaire de Olivigno qui nous dit sur le chat que pour moi, enfin pour lui, ça se résume en deux phrases. Slimani est un choix de Juninho, donc forcément, c'est un bon choix. En tout cas, on espère sincèrement que ça marchera pour Slimani à l'OL. On va passer à d'autres joueurs qui sont partis et qui sont arrivés. Il y en a un autre qui est parti, comme prévu. Jean Lucas est bien parti de l'OL. Alors, il est parti en prêt pour 6 mois à Brest. C'est un prêt sec. A priori, il devrait revenir à l'OL la saison prochaine, à moins que l'OL nous fasse une Papchak Diop qui envoie un joueur en prêt et qu'au final, on ne le revoit plus jamais. Est-ce que toi, Maxime, tu penses que un prêt dans un club comme Brest, qui joue quand même assez bien au football, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver? Ah clairement, clairement parce que le point le plus important je pense parce que c'est Juni qui est derrière, tout ça. Déjà faut dire que Juni l'a fait venir du Brésil. C'est un joueur sur lequel il avait, posé beaucoup d'espoir, dans lequel il a vu énormément de potentiel et je pense que, pour l'instant, on est tous d'accord pour dire qu'à l'OL, ce potentiel on l'a pas encore vraiment vu. Il a pas non plus eu énormément de temps de jeu dans ce milieu-là qui est déjà très fourni, où il y a eu l'arrivée de Paqueta et aucun départ, au milieu, à part celui de Touzard, mais c'était Guimarães qui l'avait remplacé numériquement l'année dernière, donc ça changeait rien. Pour lui, aller à Brest, c'est, la meilleure des choses parce qu'il va dans un club, qui joue un très beau football, un football offensif. C'est sûrement l'un des footballs les plus plaisants de Ligue 1 depuis le début de la saison. Donc je suis très content pour lui. Il y avait 2 choix, celui de rejoindre Domenech à Nantes ou celui d'aller à Brest. Je pense qu'il a fait le meilleur et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour pouvoir dire ça. Après, ce qui me rassure là-dedans, c'est que, il aura du temps de jeu, il pourra, enfin vraiment découvrir la Ligue 1 et le football français et dans le même temps, comme c'est un choix de Juni, si Juni reste bien en place et je pense qu'il sera là l'année prochaine, il choisira un coach, qui ressemblera un peu plus à ses idées de jeu que Rudy Garcia et à ce moment-là, peut-être que ça serait bien de réintégrer Jean Lucas, étant donné qu'on risque quand même de s'attendre au moins à un départ de Houssem Aouar l'été prochain. Donc à ce moment-là, Jean Lucas pourra entrer dans la rotation et avoir, du temps de jeu. Donc, je pense que ça va vraiment être un prêt de 6 mois où il pourra, avoir de l'expérience et revenir à Lyon et pour une fois, je pense que ce sera un prêt qui sera, gagnant pour l'OL. Il y a Jean VDL sur le chat qui est tout à fait d'accord avec toi et qui dit que Jean Lucas reviendra à l'OL et fera sa place, j'en suis persuadé. Juni et tous les joueurs connaissant son talent. Niki, toi aussi, tu penses que c'est une bonne affaire et que en plus, parce que forcément, qui dit Brest dit bah, Fèvre, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Fèvre qui pouvait peut-être rejoindre l'OL dès cet hiver. A priori, ça se fera pas et ça se fera peut-être jamais, mais enfin, ça va forcément jaser cet été. Est-ce que tu penses que du coup, sur le plan comptable, sur le plan transfert, sur le plan relation entre clubs, c'est une bonne affaire?
Bah, ça peut aussi donner aussi des peut-être des bonnes idées. Si jamais on voit que Jean Lucas et Fèvre ont une très bonne relation technique, tu peux aussi imaginer que, bah, ils pourraient reproduire ça, à l'OL et voilà, c'est aussi ça, je pense. Après, je pense pas que ce prêt soit dans l'optique de forcément amadouer, Brest pour, faire venir, Fèvre spécialement. Je pense que c'était vraiment plus une volonté de faire jouer, Jean Lucas dans un club qui, pouvait le permettre de s'épanouir parce qu'on connaît Dalloglio et je pense que Dalloglio a su trouver les mots pour convaincre Johnny et Gianlucas pour lui dire qu'il allait compter sur le joueur, pour les 6 prochains mois et je pense que dans ce deal, tout le monde sera gagnant au niveau sportif, et que j'espère que justement Jean-Lucas pourra profiter de ce prêt pour revenir très fort et compenser éventuellement le futur départ de Aouar pour le milieu, l'année prochaine. Niki, il y a un joueur qui revient beaucoup sur le chat. Évidemment, nous, on avait prévu de te poser la question. Ça parle aussi beaucoup d'une possible arrivée d'un certain Gonzalo Montiel, latéral droit argentin qui joue à River Plate. Toi, tu connais bien ce joueur, toi? Ah, je l'ai souvent suivi, parce que River, j'essaie de le regarder, régulièrement. Là encore, j'ai regardé le classico contre Boca il y a la semaine dernière et il était titulaire. Donc oui, c'est un joueur que je suis assez régulièrement et alors moi, Montiel, c'est vraiment plus du fait que il a 6 mois de la fin de son contrat et je pense que c'est l'aspect économique qui pourrait prévaloir. Mais dans l'idée, je préférais avoir un autre profil de défenseur parce que, il est vraiment mis en avant dans le système de Gallardo justement où il est, ce joueur qui offre cette profondeur et qui peut vraiment avoir de l'espace pour arriver à lancer. Après est-ce que c'est enfin, je pense pas que ce soit vraiment un joueur qui peut vraiment te créer, heu, niveau créativité, je pense qu'il faut avoir un autre profil de joueur et c'est ça où je mets ma réserve. Mais défensivement, c'est vraiment une assurance. C'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts défensifs et il fait les allers-retours non-stop. Donc c'est vrai qu'à ce niveau, c'est intéressant. Mais je pense qu'au niveau offensif, on devrait aller viser, un autre profil, du moins si, Dubois, reste. Si Dubois reste, il faut vraiment aller chercher un profil un peu plus offensif, un peu plus, créatif, pour vraiment, amener cette variété sur l'aile. Bah, Dubois étant toujours à l'OL, je vois pas. Enfin, personnellement, moi, je le vois pas partir cet été. Toi, t'as une idée de piste que l'OL pourrait peut-être étudier pour un poste de latéral droit, du coup? Bah, Ou moi, gauche, d'ailleurs. pour le poste de latéral droit, mon kiff, ça serait vraiment de donner la chance à Malo Gusto si jamais il s'intègre bien dans l'équipe première, parce que là, on sait qu'il est progressivement installé dans l'équipe première. Donc c'est vrai que pour moi, la priorité, c'est vraiment de voir s'il arrive à être réceptif, s'il a aussi la bonne mentalité pour, parce qu'il y a aussi ce côté-là, pour, vraiment, lui laisser, un peu plus d'espace. Après si Dubois venait à partir, oui, il faudrait recruter absolument un joueur, mais là aujourd'hui, peut-être penser à l'idée d'offrir une petite place dans la rotation à Malo Gusto peut être une bonne idée. Sinon si on va chercher, il y a, ça c'est peut-être compliqué, mais tu as des joueurs comme, Emerson du Betis que j'aime beaucoup, qui physiquement pourrait vraiment faire l'affaire et qui est assez créatif. Hem et sinon, Attal de Nice, si jamais, si on reste vraiment dans la Ligue 1 qui peut être vraiment à ce niveau-là, une vraie, solution offensive sur l'aile pour le poste de latéral droit et que c'est vrai que ça serait un gros changement à ce qu'on a aujourd'hui. Donc toi, tu pousses à la filière algérienne à l'OL entre l'arrivée cet été de Ben Lamri, celle de Slimani là dans les jours qui arrivent, et du coup, peut-être dans le futur, dans un futur proche, celle de Attal, quoi. Bah, les 3 langues officielles de l'OL d'ici, quelques années, ça sera, l'algérien, le portugais et le français, hein. Ça, je pense que c'est ça le projet donc et pas plus mal, hein, ça nous réussit bien donc voilà, hein, ça serait un beau projet. C'est pas faux. Il y a d'autres joueurs, toi, que tu vois arriver, enfin que pas que tu vois arriver, mais que tu aimerais voir à l'OL, qui ne sont pas encore à l'OL, du coup? Il y en a beaucoup et je pense que un poste de latéral gauche, justement, je pense que ce sera là l'un des gros chantiers, l'année prochaine parce que j'ai du mal à voir Cornet s'installer sur la durée. Il a trop de lacunes pour, ce poste à ce niveau-là. Donc il faut vraiment chercher, même s'il faut mettre un gros chèque. Voilà, moi, il y a un joueur enfin, il y a des joueurs que j'apprécie beaucoup, mais je pense que l'un des joueurs que Juni, en avait parlé, je crois qu'il avait même, proposé à l'OL, c'était Ayrton Lucas qui est aujourd'hui, au Spartak Moscou, si je dis pas de bêtises et qui a vraiment un profil offensif qui fait que, bah, ça peut,
offrir cette variété qui nous manque sur les phases d'attaque placée. Donc, bon, ça reste du brésilien, bien sûr. Sinon, il y a aussi la piste de Borna Sosa qui joue à Stuttgart, mais là, ça serait peut-être un peu plus compliqué et plus cher. Mais il y a des latéraux offensifs et il faut chercher vraiment des latéraux qui pourront vraiment s'incorporer à ce système, de l'OL qui se veut dominant, heu, pour les prochaines années. Donc toi, tu vois pas du tout un possible retour de Youssouf Koné? Parce que du coup, il est encore à l'OL, hein, Youssouf Koné. Bah, tu sais quoi? J'avais complètement oublié qu'il était encore à l'OL. Je j'avais complètement que C'est vrai. c'est vrai que ce joueur-là, je pense que j'avais complètement oublié qu'il était encore à l'OL et je pense non, je pense qu'il va partir. Je pense pas que enfin, je pense qu'on va vouloir le vendre. Je sais même pas s'il joue en Espagne. Non, ce joueur-là, je pense pas que ça soit une solution pour le long terme. Enfin voilà, j'ai du mal à y croire en tout cas. Yaman, toi, tu me disais avant l'émission que t'adorerais que Youssouf Koné revienne à l'OL, hein. Euh, Ah bon? Youssouf Koné, Mickey il disait qu'il avait totalement oublié qu'il était encore à l'OL. Bah, moi, j'ai l'impression que même le club où il est prêté, ils ont totalement oublié qu'ils l'ont emprunté à l'OL. Donc, à mon avis, non, c'est une histoire qui restera dans le passé. Malheureusement, bah, c'est un homme très très sympa, Youssouf Koné, de ce qu'on peut voir sur ses quelques rares tweets, mais franchement, à part ça, à niveau football, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Dès ses premiers matchs, même si Marsal n'était pas dans la forme de sa vie, mais on sentait que c'était compliqué, hein. Donc, Ah, ouais, il n'a pas façon pu très se mettre en clairement, évidence. Ouais. je pensais pas terminer cette rubrique mercato par Youssouf Koné. Tout ce que je peux vous dire sur Youssouf Koné, c'est que sa dernière pas titularisation, mais sa dernière entrée dans un match de foot, donc à Elche, c'était le 23 octobre 2020, lors d'une victoire 2-1 contre Valence. Mais du coup, apparemment, il n'a pas joué du tout depuis ce match-là. On lui souhaite quand même le meilleur possible en Espagne. Par contre, une chose est sûre, c'est que vous êtes beaucoup à ne pas souhaiter un futur pour Youssouf Koné à l'OL. Après, Marlon, très, On... très rapidement, Vas-y, rapidement sur cette page vas-y. mercato, faut pas oublier que on a aussi le coach qui est en fin de contrat à la fin de la saison, que pour l'instant on n'a aucune nouvelle et c'est à quoi on s'attend depuis quand même pas mal de temps de voir un nouveau coach sur le banc de l'Olympique Lyonnais qui sera complètement choisi par Juni, mais il faut pas non plus par rapport à ce mercato-là d'hiver faire des folies parce que peut-être que les joueurs qui seront dans l'effectif au moment où le nouveau coach arrivera, peut-être que certains n'iront pas dans ces plans-là du nouveau coach. Donc, faudra aussi avoir un œil et très, très, très important sur le choix du coach après Rudy Garcia. Peut-être que ça ramènera aussi des joueurs supplémentaires de ce côté-là, que pour l'instant, on n'a pas les noms. Après, tu dis après Rudy Garcia, je sais pas, je te trouve un petit peu trop optimiste là. J'espère. Là, j'espère. C'est que de l'espérance. On verra bien. Justement, Mickey, à propos du coach, toi, il y a un coach qui te fait rêver à l'OL, enfin que tu aimerais voir à l'OL pour prendre la succession de Rudy? Bah, j'aime beaucoup, Sampaoli. Je crois que c'était la première idée de Juninho, mais il était à Santos à l'époque, et je pense que ça peut être une très bonne idée. Il fait du bon boulot au Brésil et c'est vrai que c'est ce type d'entraîneur avec des concepts de jeu et qui peut être vraiment très enrichissant pour les joueurs, pour leur développement, surtout quand tu as des jeunes joueurs. Donc, je pense que ça peut être une piste intéressante. Très bien. Eh ben, écoute, ça aussi, hein, je pense qu'on en saura plus prochainement, parce que là, du coup, j'imagine que Aulas, Garcia et un peu tout le monde à l'OL est concentré sur le championnat qui, cette fois, n'est pas perdu dès le mois de janvier. Cette fois-ci, c'est plutôt bien parti, donc on va dire on leur laisse un peu voir ça de leur côté. N'empêche qu'il y a des noms qui nous font rêver, hein. Je pense que je suis pas le seul à beaucoup vouloir Lucien Favre à l'OL. On aura peut-être la chance d'en parler un peu plus lors d'un prochain Goncast. On va finir ce Goncast, les amis, sur un petit pronostic, hein, sur le prochain match qui nous attend. L'OL va recevoir Metz dimanche à 21 h dans cette prochaine journée de Ligue 1. Metz est actuellement 12e avec 25 points. Ça fait 3 matchs qu'ils ont pas gagné un match. Et Lyon est souvent victorieux contre Metz. Donc beaucoup voient ce match contre
comme une balade de santé? Est-ce qu'il y en a un parmi vous trois qui voit ça comme peut-être un piège pour l'OL? Un piège, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'objectif qui se dessine, si on veut qu'il soit de plus en plus proche et qu'il soit de plus en plus réaliste, il faut prendre, on va éviter les poncifs, mais il faut prendre les matchs après les uns après les autres et il va falloir surtout, être très motivé. On sait que c'est l'un des problèmes de l'OL, avec cet effectif, c'est par moments le laisser passer certains matchs. Là, il faut que chaque match, étant donné qu'il y a pas de coupe d'Europe, qu'on n'aura que le championnat à jouer, il faut que chaque match soit très, très important dans la tête des joueurs. On va récupérer normalement pas mal de joueurs la semaine prochaine. On a une semaine pour bien récupérer. On a Bruno Guimaraes qui revient tranquillement du Brésil. Donc, ça serait en tout cas un très mauvais résultat si on gagnait pas, pour moi. Il faut absolument gagner contre Metz. Je vais faire un rapide tour de table. Comme tu l'as dit, Maxime, l'info un peu de cette prochaine journée, c'est que apparemment Bruno Guimaraes, qui est actuellement dans l'avion, serait disponible pour le prochain match. Qui sait, peut-être que même Slimani sera peut-être disponible pour le prochain match. De toute façon, il ne sera sûrement pas titulaire. Il y a de grandes chances pour qu'il soit au minimum en tribune et peut-être même sur le banc. Euh, Petit tour de table, les amis, pronostic avec score et pourquoi pas buteur. Yaman, quel score tu vois toi contre Metz? Euh, j'attends pas moins qu'un 3-0 pour l'OL. Il faut, hein, parce que bon, les Oui. matchs comme ça qu'on récupère à la réaction, à l'état d'esprit comme celui de Rennes, bah, c'est sympa contre Rennes, mais contre Metz, en revanche, il faut absolument le gagner tranquillement ce match. Après, il faut voir les états de forme des uns et des autres, mais je m'attends à une victoire tranquille. Enfin, j'espère. Maxime? Bah, la même que Yaman, 3-0. On a encaissé sur les 2 derniers matchs. Ça serait bien qu'on finisse un match en 2021 sans prendre de but. Donc pour moi, c'est le plus important. Et puis, marquer le plus possible pour garder les attaquants en confiance. Memphis, c'est bien. Donc si Toko ou Kadewere pouvaient replanter un petit but, ça ferait plaisir à tout le monde. Et si Slimani est sur le banc, je lui souhaite de rentrer et marquer. Ça serait cool. Niki, pour finir. Oh, allez, un petit 3-1, je pense, pour l'OL. Tu vois quand même un but messin? Ouais, je trouve qu'on est dans une, défensivement, on a trop de lacunes et si on reste dans cette posture avec, justement Cornet qui joue encore latéral gauche, et ce 4-3-3 qui défend mal, surtout avec Aouar en milieu de terrain, je pense qu'on reste très exposable sur les transitions donc je reste, pessimiste pour le score. Enfin, on va pas rester à faire de clean sheet contre Metz, je pense. Écoutez, je vais terminer par mon pronostic à moi. Je pense que je vais être d'accord avec Yaman. Je vois un 4-0, moi. Un bon 4-0 pour rester en confiance. Je pense que l'OL en a besoin parce que voilà, il y a eu un match nul juste avant. Je pense que l'OL va vouloir confirmer que ils sont pas là pour rigoler, qu'ils vont avoir envie de montrer à leurs concurrents que la première place, elle n'est pas forcément acquise. Au moins, ils vont tout faire pour aller la chercher. Euh, les amis, je sais pas si ça a bugué, non? Vous m'entendez? Non, c'est bon, je t'entends très bien. C'est bon. Est-ce Non? que Vous toi, tu nous m'entendez entends? plus? Non, Là, on Si t'entend. chez vous ça a bugué, mais j'ai ça l'impression bug. que ouais. Non, vous m'entendez? On t'entend très bien. Voilà. Et ben chez moi ça bug en tout cas, donc je sais pas si vous m'entendez, mais je vais quand même. Là vous m'entendez là? Et ben, ça bug pas mal chez moi. C'est un petit peu saccadé, mais ouais. Alors, les amis, j'ai l'impression que Marlon a quelques petits soucis de connexion. De toute façon, on est arrivé à la fin de ce Gonecast. Donc, je vais en profiter pour clôturer l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Gonecast et débriefer ce Lyon-Metz. Je vous souhaite à tous une très belle année 2021, encore une fois, une très bonne soirée. Et à très bientôt. Merci, Miki, d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Et à la semaine prochaine, tout le monde.
Ciao, Allez, ciao. merci tout le monde. À la semaine prochaine.